Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission qui résume le Grand Prix de F1. C'est l'After F1 dans le groupe Sport, l'After F1, épisode 3. Aujourd'hui, on va débriefer le Grand Prix du Japon en compagnie de Julie, que vous avez retrouvée la semaine dernière. Julie qui fait sa deuxième apparition dans l'émission. Bonjour Julie. Bonjour Dylan. Tu vas bien? Très bien, et toi? Eh bien écoute, après ce Grand Prix, une animation un petit peu particulière. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end de course? La qualification était très bien. J'ai passé un très bon moment samedi matin. Eh oui, il fallait se lever tôt samedi matin parce qu'on était au Japon. Alors rassurez-vous, la F1 revient dans des horaires un petit peu plus adaptés aux horaires européennes avec notamment le Grand Prix de Bahreïn qui va dérouler ce week-end. On aura le temps d'en reparler. Vous voyez qu'on n'est que deux aujourd'hui puisque Artus a eu un empêchement de dernière minute. Donc du coup, on va pouvoir... Je vais un peu plus analyser dans un rôle de consultant pour pas que Julie se sente trop seule non plus et qu'on puisse avoir une idée voilà, des différents avis de l'émission. Alors, au programme de cette émission, on retrouvera, on aura le débrief du week-end qui sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude parce qu'il y a une course peu animée, tout simplement, qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. On notera certains pilotes, certaines écuries et la course. On aura un débat aussi, du coup, auquel je participerai. Et on parlera du prochain GP qui se déroulera en Bahreïn, comme je l'ai dit précédemment. Actu diverses. On parlera surtout des actus qui vont se dérouler ce week-end parce qu'il y a un très gros calendrier sport auto-méca ce week-end, 12-13 avril, très gros calendrier à venir. Et en revanche, du coup, on ne fera pas de petits jeux parce qu'on ne va pas faire jouer Julie toute seule. Julie, est-ce que tu es prête? Prête. Tu parlais des qualifications samedi. Mmh. On a eu de belles qualifications. On revient rapidement sur les essais libres. On a eu des essais libres, et c'est important, je veux le préciser, où McLaren a dominé. McLaren était toujours en tête de la feuille des temps, à la fin, que ce soit sur Sky Sport Angleterre, Sky Sport Italie, DAZN Espagne, tout le monde était clair. Les McLaren sont plus rapides, les McLaren ont un meilleur rythme de course. Verstappen avait du mal à trouver des réglages avec sa voiture. Les Ferrari, on pouvait potentiellement sentir quelque chose, mais on savait que ça allait pas être en première ligne. Et finalement, le roi Max est arrivé. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces qualifs dont vous pouvez voir à l'instant en image le résultat? Alors attention, petite erreur, ce n'est pas les résultats de la sprint race, ce sont bien les résultats de la qualification, vu qu'il n'y avait pas de sprint race ce week-end. Julie, ton avis sur cette magnifique pole de Max Verstappen? Elle est magnifique. Franchement, je pense que très peu de gens, pilotes compris, s'attendaient à ce que Max fasse la pole ce week-end. Il a eu du mal à trouver son rythme pendant les essais. En plus, on a eu des essais très compliqués, parsemés de drapeaux rouges. Le tour qu'il fait, si jamais les gens qui nous écoutent n'ont pas eu l'occasion de voir le tour comparatif entre Max Verstappen et Lando Norris, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire sur sa voiture. Et on voit aussi qu'il force un petit peu plus qu'avant, potentiellement même il y a quelques mois, et encore moins quand voilà, il était au sommet en 2022-2023. Il force un petit peu plus sur la voiture. Il a vraiment tout extrait ce week-end pour pouvoir faire la pole et c'est digne des plus grands et Max continue à s'inscrire dans les plus grands de la Formule 1. Certains évoquent peut-être le plus beau tour de sa carrière, la plus belle pole position, à la fois parce qu'elle était forcément un peu inattendue au vu de la domination Ouais. des McLaren le vendredi et le samedi matin, et d'autres, comme tu viens de le dire, par sa capacité à maîtriser une voiture qui n'est absolument pas dans le top niveau, en tout cas qui n'est pas la meilleure sur la piste. On en parlait juste avant de lancer l'émission. On a un petit peu l'impression de voir, et c'est lui-même qui le disait ce week-end, Fernando Alonso à l'époque de Ferrari, où justement il avait peut-être la troisième, la quatrième meilleure voiture du plateau, et il arrivait à sortir des performances assez rares. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est la plus belle pole position de Max Verstappen dans sa carrière? En tant que pilote, Ouais, oui, pilote. parce que vraiment c'est tout mis bout à bout. Je pense que sa première pole position en Formule 1 a forcément une saveur différente, mais je pense qu'en tant que pilote et que compétiteur, ce genre de pole position, c'est des pôles qui ont tellement une importance parce que c'est montrer que
la voiture soit bien ou mauvaise. Et c'est aussi ce qu'on lui a reproché il y a quelques temps, de dire bah forcément il a la meilleure voiture. Ça a été dit aussi de Lewis Hamilton quand il était avec Mercedes. Mais là, il a montré que meilleure voiture ou non, il savait tout extraire de cette Red Bull et que il y arrive en fait. Et il arrive à dominer des McLaren qui sont extraordinaires et qui sont extrêmement bien nés cette saison. Alors, on en retrouve sur la deuxième place Lando Norris, qui, du coup, pour 12 petits millièmes, n'a pas pu décrocher la deuxième pole de la saison. Les McLaren 2 et 3 à 12 millièmes et 44 millièmes. Bon, c'est relativement proche, hein, ça s'est joué vraiment sur Oui. des détails. Et c'est vrai que, comme Julie vous le disait, on vous conseille, hein, retournez voir notamment sur la chaîne YouTube de Canal+, le tour de Max Verstappen qui réalise la pole. Ce tour est impressionnant, tant on peut comparer avec Norris qu'il galère à maîtriser sa voiture, Ouais. mais que pourtant, sa façon de piloter, c'est de l'art en fait, ce qu'il réalise, surtout sur un circuit aussi technique que le Japon. Ouais. C'est aussi ça qui fait que la pole est très belle en Et fait. oui, parce qu'on a un premier secteur, hein, au Japon qui est peut-être l'un des plus durs de la saison, avec des enchaînements extrêmement compliqués. La vitesse n'est pas simple à maintenir. Et avec ce type de voiture, ça reste quand même assez impressionnant. Donc on a les McLaren deuxième et troisième, et puis Charles Leclerc qui décroche une belle quatrième place devant les Mercedes, devant Lewis Hamilton. Ça va un petit peu mieux pour Charles Leclerc quand même au fur et à mesure, en tout cas par rapport au début de saison. Il y avait eu la Ouais. disqualification, on s'en rappelle, il y a 2 semaines en Chine. Ça va un peu mieux quand même pour Charles Leclerc. Oui, ça va un peu mieux, à confirmer, mais oui, je pense que ça va un peu mieux. Je pense qu'il y a aussi des forces sur ce circuit de Suzuka qui ont aidé la Ferrari. Certains secteurs, certains virages, il était quand même un petit peu au-dessus des pilotes derrière lui. Devant, je pense qu'ils sont vraiment dans une autre ligue. Mais oui, ce week-end, je pense que c'était le meilleur du reste du paquet et il est à sa position. Si on pouvait établir une hiérarchie actuellement en termes d'écurie, toi, au moins le top 5, tu mettrais qui devant? Absolument. McLaren, il n'y a McLaren, pas de doute d'accord. sur ça. Et Je derrière? pense, et voilà, en fait, le problème, c'est derrière, parce que je pense sincèrement que cette Red Bull n'est pas deuxième du plateau et peut-être même pas troisième. Elle doit être plus autour de la quatrième place. Mmh. 2 et 3, ça se joue entre Ferrari et Mercedes. J'aurais tendance à dire que la Ferrari est peut-être un petit peu au-dessus sera au-dessus le jour où ils vont la comprendre, parce que on en a parlé la semaine dernière, cette Ferrari, elle est quand même à 90% neuve. Bah oui. On verra ce week-end, peut-être que les upgrades vont amener autre chose à la Ferrari. J'aurais tendance à dire McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, et en cinquième position, ça redevient un petit peu dur, puisqu'il y a Williams qui fait des bons résultats depuis le début de saison, mais il y a aussi la RB qui est Racing très Bulls? performante quand même, la Racing Bulls, qui Yuki Tsunoda a fait des très bons résultats sur les 2 premiers Grands Prix, et Isaac Hadjar est 7e ce week-end. Donc je, je pense que la Racing Bulls peut être potentiellement cette 5e force du plateau. Oui. Tu parlais des upgrades de Ferrari tout à l'heure. Charles Leclerc termine à 3 dixièmes en qualif. Est-ce que ces upgrades peuvent potentiellement combler ces 3 dixièmes pour permettre à Charles de décrocher la pole? On a vu que c'était possible, hein, chez Ferrari. Oui, Hamilton a bien décroché la pole sur la sprint race samedi dernier. oui, Donc, je pense qu'il y a espérer moyen. Oui. un retour de Ferrari pour la bataille au top niveau, ou c'est encore un peu trop tôt? Je pense que Bahreïn, c'est le bon moment pour tester la voiture et ces nouvelles pièces sur les 2 différentes Ferrari. Et oui, je pense que Charles Leclerc a des qualités de pilote qui sont quand même plus trop à prouver maintenant. Ça fait quelques années qu'il est en Formule 1, ça fait quelques années qu'il prouve que c'est un très très bon pilote. On peut aussi se rappeler de la bataille entre lui et Max Verstappen à Bahreïn il y a quelques années, qui était très très belle à voir. Donc oui, potentiellement, Bahreïn peut être une course qui va aider les Ferrari à revenir à un niveau qu'ils veulent avoir, puisque c'est aussi les prétentions qu'ils avaient en début de saison, quoi. C'est sûr, même si on verra de toute façon dans le week-end qui vient. Quand on regarde un petit peu les autres résultats de cette grille de départ, on voit notamment, et tu en as parlé tout à l'heure, la très belle 7e place d'Issa Kadjar, le Français qui confirme.
Le Français qui est solide. Alors, on l'avait noté la semaine dernière, mais là encore, il faut qu'on en parle parce que la performance du Français est vraiment impressionnante. Aucune erreur de pilotage, excepté cette sortie de piste malencontreuse en Australie, mais je pense qu'elle est déjà oubliée de sa part, tant le Grand Prix de Chine a été bon en termes de pilotage, même si la stratégie n'était pas excellente. Et là, ce week-end, enfin, Racing Bulls et lui ont réussi à mettre tout bout à bout pour faire une bonne qualif, une course solide, un très beau dépassement d'ailleurs, on en parlera juste après sur Carlos Sainz. Donc une belle performance d'Issa Kadjar. Est-ce que... Alors, c'est trop tôt, Tsunoda vient d'arriver chez Red Bull, mais Oui. on se dit que Issa Kadjar a quand même un bel avenir devant lui en Formule 1. C'est seulement sa troisième course, et vu le niveau de pilotage, il y a des signes qui ne trompent pas. Non, c'est clair, c'est un week-end parfait pour un rookie. Je pense qu'il y a, faut le dire, il peut pas faire mieux. Je pense que les voitures qui sont devant lui sont bien meilleures que sa voiture et c'est aussi des pilotes, à part Kimi Antonelli, qui sont plus expérimentés, qui savent vraiment bien rouler sur Suzuka, mais aussi en général. Hein. Et il y a eu la bonne stratégie, il y a eu tout s'est mis bout à bout ce week-end et il marque ses premiers points. Il en marque pas qu'un en plus parce qu'il aurait pu finir 10e, ça aurait pas été honteux, ça aurait été ne serait-ce que ça un très très bon week-end et finir 8e, ça reste quand même exceptionnel. Cette 7e place en qualification devant Lewis Hamilton en plus, j'imagine qu'il était très heureux et de toute façon, oui, c'est un week-end qui va se répéter, je pense, pour Isa Kadjar, puisque c'est un très bon pilote. Et ce genre de performance solidifie aussi que c'est lui l'avenir de Red Bull, c'est lui l'avenir de cette filière, et que c'est lui qui doit diriger, malgré son jeune âge, cette écurie, puisque je pense que c'est vraiment sur lui qu'il faut se reposer pour les années à venir. Alors, on verra en tout cas si Helmut Marko est de ton avis et on l'espère. Alors attention, ne faites pas attention à la petite erreur qui s'est peut-être glissée dans le graphique. Lewis Hamilton chez McLaren, non, non, on n'est pas en 2012, on est bien en 2025. Lewis Hamilton est chez Ferrari et donc le Britannique qui avait terminé 8e de ses qualifs. Un peu décevant, surtout de terminer derrière une Racing Bulls pour le Britannique. Mm. On va pas se mentir, c'est pas le début de saison rêvé pour Hamilton. Oui, il y a eu ce petit exploit en Chine lors de la sprint race, mais on est vite revenu à la réalité des choses lors de la course. Ce week-end, ça s'est confirmé. C'est quand même compliqué pour l'anglais. Je pense que pas mal de ses fans s'attendaient un peu mieux. Est-ce que tu es déçu de la part du niveau affiché par Lewis Hamilton en ce début de saison? Non, Non. non, parce que je pense que si on enlève tout le côté fan, tout le côté pilote d'exception qu'il est, quand on passe d'une écurie comme Mercedes à une écurie comme Ferrari, il y a un temps d'adaptation. Quand on passe d'une écurie à une autre, il y a un temps d'adaptation, c'est sûr et certain, et d'autant plus que les philosophies de travail des deux écuries sont quand même très différentes. Et donc, ils ne pouvaient pas performer tout de suite. C'était quasiment impossible. J'adore Lewis Hamilton en tant que pilote, tout ce qu'il représente, c'est exceptionnel. Il a tellement de poids dans l'histoire de la F1 que il va forcément gagner des courses avec Ferrari, ça j'en doute pas. Mais je m'attendais pas à ce qu'il gagne dès ses premiers Grands Prix. Et donc je pense que ça doit être dur un petit peu pour lui, ça doit être peut-être dur aussi en interne, mais il fallait s'y attendre réalistiquement parlant. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un temps d'adaptation, qu'il puisse monter dans cette voiture, apprendre à connaître les mécaniciens, les façons de travailler chez Ferrari. Et voilà, il est en train de s'adapter et je pense que ça ira de mieux en mieux. Alors, quand on regarde les autres résultats de la grille, notamment nos petits Français, Pierre Gasly, lui, termine 11e aux portes de la Q3. Bon, ça va un peu mieux pour l'Alpine. On sent quand même que les points sont abordables. On verra juste après en course. Yuki Tsunoda, donc excellent début de week-end pour Tsunoda vendredi, qui réalise une bonne performance sur la Red Bull. Le rythme avait l'air bon, la Q1 est bonne. Et puis en Q2, on a ces deux tours assez loupés par le japonais qui vont Ouais. complètement foirer son week-end et sa première chez Red Bull. On y reviendra là aussi juste après en course. Et puis Esteban Ocon, 18e. Alors ça varie hein, pour Esteban, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. En Australie, c'était bien. Enfin, en Australie, c'était compliqué, pardon. Et puis on a eu la Chine où on a eu une belle perf. Et là, on se dit que bon, 18e, c'est décevant. Mais, on a Oliver Berman qui termine 10e. Donc on se dit qu'au final, là, par contre, c'était peut-être une erreur d'Esteban.
C'est ça et alors, il y a eu, des rumeurs disant qu'ils avaient pas la même voiture. Lui dit qu'il a la même voiture que Oliver Berman. Il y a eu aussi ces discussions de nouveaux fonds plats chez Haas. Peut-être qu'il y en avait qu'un. Lui dit qu'ils avaient la même voiture, donc s'ils avaient vraiment la même voiture, c'est soit une erreur de pilotage qu'on n'a pas spécialement vue à la télé ou un raté d'Esteban Ocon qui arrive aussi, hein, mais c'est vrai qu'après la Chine, c'est dommage de se rater comme ça et d'être 18e et on verra après, mais voilà, en Grand Prix, c'était pas spécialement mieux, donc un gros écart avec l'anglais et si ça continue, il va falloir faire attention parce qu'Oliver Berman, c'est un pilote qui est très jeune, c'est un pilote qui est très talentueux et si Esteban Ocon veut continuer à rester en F1 et avoir une carrière un petit peu plus longue, il va falloir faire attention qu'il ne se fasse pas éclipser par Oliver Berman. Montez le volume, rendez-vous au premier virage. Voici les mots que nous avons entendus à 6h58, tels pour nous lancer dans un Grand Prix de Formule 1 qu'on attendait être animé, être passionnant sur un circuit du Japon que beaucoup de fans apprécient. Eh bien, il y a eu le départ, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Vous pouvez voir le podium de ce Grand Prix, c'est simple, fallait reprendre l'ordre de qualification. Et puis c'est tout. Alors, beaucoup de déceptions quand même à la fin, tant la plupart des tours ont été ennuyants. On s'attendait. Alors, quand un Grand Prix est ennuyant, à quoi s'attendons? On s'attend forcément aux arrêts au stand, on s'attend possiblement aux équipes qui vont s'arrêter un peu plus tôt pour essayer de dépasser via les stands. Et même là, quand les pilotes ressortaient en dur, les pneus étaient assez froids, compliqués à chauffer, tant la piste n'était pas chaude. Et là encore, on n'arrivait pas à avoir des dépassements. Mais ça reste quand même une très belle victoire de Max Verstappen devant Lando Norris et Oscar Piastri. Julie, ton avis sur cette victoire de Max qui, à partir de la Q3, a totalement dominé le week-end? C'est ça. Il a fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire partir de la pole et gagner. Il me semble que sa statistique, c'est un petit peu plus de 80% de transformation pole victoire, ce qui est quand même assez C'est bien, on va pas se à peu mentir. près c'est ça, 41 pole position de Max Verstappen et c'était sa 64e victoire. Mais lorsqu'il s'élance en pole position, 82 de ses pole positions sont converties en victoire, donc ça reste quand même une statistique assez impressionnante, bien loin de celle de Charles Leclerc, justement. Oui. Mais, mais ça montre aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la Ferrari est soit très bonne en qualification, soit très, très bonne en course et il va falloir qu'ils essayent d'arriver à combiner les 2 dans le futur. Mais, bah, en fait, il s'est jamais laissé inquiéter et quand on entendait ses radios, c'était je pense que pour le garage McLaren, c'était presque rageant parce que quand on entendait ses radios, il poussait pas et donc quand on lui demandait de pousser, il repoussait un petit peu et il s'éloignait et Lando Norris n'a jamais été en capacité d'être dans son DRS et n'a jamais été en capacité de le dépasser. Et donc, on a eu ce podium qui n'a pas changé. Donc, je pense que même si la course avait été plus intéressante, le podium n'aurait pas forcément changé. Euh, mais c'est derrière aussi, hein. On n'a pas eu beaucoup d'animation non plus. Mais Max Verstappen, c'était vraiment un week-end presque parfait en fait. Et parfait à partir de la Q3. Domination de Verstappen, on a les 3 pilotes qui terminent en 2 secondes. Et je pense que c'est aussi là la frustration de la course, c'est-à-dire qu'on a eu un trio de tête qui s'est tenu, allez, maximum, je pense, en 5-6 secondes. À la fin, on a Piastri qui revient sur Norris. Norris revient sur Verstappen, mais jamais dans la phase où il peut le dépasser. Et ça a duré comme ça pendant 15 tours. C'était extrêmement frustrant. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la stratégie McLaren en particulier? On semblait Norris être à fond. On semblait Piastri derrière, limite à faire des appels de phare, comme on peut voir aux 24 heures du Mans. Limite à demander à son coéquipier de se mettre de côté. On avait envie de voir McLaren dire dans l'oreillette Lando, laisse passer Oscar. Ça ne s'est Oui. jamais produit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette stratégie? J'en pense que c'est dommage et qu'ils se trompent d'ennemi. J'ai l'impression que la bataille chez McLaren est interne au lieu d'être contre Max Verstappen. Et c'est dommage et malheureusement, s'ils continuent dans cette optique-là de faire uniquement se battre les pilotes en interne, ils vont perdre des points et ça va potentiellement leur coûter le championnat. Alors constructeur, j'en doute très fortement, mais pilote,
vraiment, ils peuvent perdre le championnat pilote parce qu'ils ne font pas de choix. Alors oui, il y a eu des problèmes chez McLaren en interne, notamment en Hongrie l'année dernière, mais pourquoi ne pas tenter en fait? Pourquoi ne pas tenter? Ils étaient à 12 secondes à la fin de la course de Charles Leclerc. Il y avait largement de quoi laisser passer une fois Oscar, et s'il n'y arrivait pas, de laisser repasser Norris pour que lui reste deuxième et gagne tous les points de la deuxième place pour rester devant au championnat. Il est devant que d'un point, c'est très peu, surtout connaissant Max Verstappen et ses qualités de pilote. Mais je pense que je suis pas d'avis qu'il fallait ne pas bouger les choses. Mais quand on fait le calcul, si Oscar Piastri réussit à dépasser Max Verstappen, c'est lui qui est devant au championnat et non Norris. Et je pense que là, ça aurait posé peut-être encore plus de problèmes en interne. Mais oui, la Formule 1 est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Et je pense que McLaren va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes en interne entre ces deux pilotes cette saison. Et oui, parce que justement, là, on regardait, mais si Piastri arrivait à gagner le Grand Prix, Mm. après, avec des si on fait le monde, mais c'est Piastri qui sera en Oui, tête. Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que McLaren a un numéro 1, un numéro 2, mais qu'ils ne veulent pas, pour l'instant, pas l'assumer. oui. Mais il l'assume pas déjà depuis l'année dernière, en fait. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Euh, et je trouve que McLaren rate en général un petit peu ses stratégies. Le faux appel au stand un tour avant Max Verstappen pour dire à Norris box, comme ça tu dépasses Verstappen. Ça a bien fait rire Red Bull qui l'a dit après en fin de week-end, disant bah en fait on a tous les mêmes datas, on savait très bien que si il venait changer ses pneus à ce moment-là, il allait être dans le trafic et donc finir potentiellement même derrière Oscar, donc on savait qu'ils allaient pas rentrer. Et Red Bull s'est pas fait avoir, il joue à un jeu que tout le monde connaît, McLaren, et je trouve qu'il joue moins bien que les autres. Très bien. Eh bien, écoute, au moins, c'est clair. C'est vrai que McLaren, moi, je regrette un petit peu le fait qu'ils ne retiennent finalement pas les leçons de l'année dernière. Ouais, c'est ça en fait. Alors, certains diront que justement, ils les retiennent à travers le fait de laisser Piastri derrière Norris et surtout de laisser Norris le plus proche de Verstappen parce qu'aujourd'hui, au classement, c'est Norris qui est proche de Verstappen. Mais comment peut-on établir des conclusions sur un classement qui ne contient que 3 courses alors que la saison va durer 24 courses et surtout qu'il n'y a qu'un écart de 11 points entre les deux pilotes. Euh, Norris est à 62 points, Verstappen 61, Piastri 49. Les trois pilotes sont encore en lice pour jouer le titre. Et je pense que normalement, le titre risque de se jouer entre ces trois-là. Mmh. Je vois mal Russell être capable de gagner des courses, surtout que Mercedes, vu leur projet, semble déjà se concentrer sur la voiture de l'année prochaine rapidement. Et pour moi, les Ferrari semblent beaucoup trop loin déjà pour au moins jouer le titre. Ouais. Tant il va y avoir de performances chez les Red Bull, enfin, par Max Verstappen plus précisément, sauf si la Red Bull s'effondre, et les McLaren semblent au-dessus du lot, et malheureusement, le retard pris par Ferrari est déjà énorme. Norris a 3 fois plus de points que Leclerc. Oui. Leclerc n'est qu'à 20 points, Hamilton 15. Ça va être quand même une saison peut-être finie pour aller chercher le titre pour Ferrari. Ouais. Après la saison est longue, mais c'est vrai Oui. que, Ferrari a du retard, et j'ai peur que s'il continue, comme ça, McLaren, on se retrouve, faut pas non plus oublier que les 2 pilotes ont un contrat longue durée avec McLaren et qu'on se retrouve avec une, Rosberg-Hamilton, 2.0 en fait, où certes ils sont peut-être pas amis dans la vie comme l'étaient les pilotes Mercedes, mais de se retrouver où ils vont finir par se rentrer dedans parce que ils peuvent plus supporter de travailler ensemble. Et ça, faudrait pas que ça arrive cette saison parce que si Max Verstappen continue à finir deuxième ou troisième tout le temps et peut-être, on ne sait jamais, Ferrari se rapproche un petit peu, bah McLaren peut très vite perdre très très gros. Ah oui, surtout sur les pilotes. Bah oui. Surtout sur les pilotes. Est-ce que tu penses que Piastri est trop gentil peut-être? Parce que pour l'instant, c'était aussi le cas l'année dernière. On avait Oscar Piastri qui était assez gentil, bon, qui disait ok, pas de souci, Mm. on laisse Lando, enfin, qui ne rentrait pas en conflit avec son équipe, qui ne disait pas non, ça ne me plaît pas, comme a pu le faire Rosberg à l'époque.
Est-ce qu'il y a un moment où Oscar Piastri va prendre conscience qu'il est meilleur que Lando Norris sur certaines courses et vouloir plus s'imposer? Ou est-ce que tu penses J'espère. que J'espère que les personnes qui gravitent autour de lui, notamment son manager Mark Webber, va lui donner un petit peu de conseils parce que je pense que les deux sont un petit peu trop gentils et les déclarations de Lando Norris vont clairement dans ce sens-là en disant que lui, il a jamais voulu être comme à l'image de Max Verstappen par exemple, très incisif, presque, alors c'est très caricaturé mais méchant sur la piste. Euh, il faisait référence à ce qui s'est passé à la sortie des stands au Tour 21, mais voilà, Norris a dit que lui, ce serait jamais quelque chose qu'il envisage de faire. Et je pense que les deux sont trop gentils. Et malheureusement, être trop gentil en Formule 1, ça fait pas gagner des titres. On l'a vu maintes et maintes fois. c'est sûr. Les deux événements de cette course, tu viens d'en parler à l'instant. Le premier, c'est cet arrêt au stand en commun entre Max Verstappen et Lando Norris. Lando Norris qui a effectué peut-être un meilleur arrêt que Max. Les deux pilotes ressortent au coude à coude et Max Verstappen suit sa trajectoire. Alors on vous laisse dire en commentaire justement ce que vous avez pensé. Est-ce que vous trouvez que Verstappen a poussé Norris dans l'herbe ou non? Les deux pilotes en ont d'ailleurs rigolé à la fin dans la call room. C'est d'ailleurs une scène toujours assez gênante quand on voit que les deux pilotes qui se sont bataillés rigolent ensemble, mais on sait que Verstappen et Norris sont amis dans la vie. Premier événement de course, Norris dans l'herbe. Alors là, bon, Norris réussit à la récupérer, mais on sent que Verstappen s'est imposé. Et deuxième événement, le dépassement d'Issa Kadjar sur Carlos Sainz à l'entrée du premier virage. Un très beau dépassement à l'extérieur. Issa Kadjar qui termine 8e, il s'est juste fait dépasser par Lewis Hamilton, ce qui est quand même assez logique vu le niveau de performance. Issa Kadjar 8e, qui marque ses premiers points en Formule 1, 4 points. Il compte déjà plus de points que Lawson et Tsunoda, qui ont notamment fait au moins un Grand Prix chez Red Bull. Un bon début de saison pour le Français, comme tu en parlais tout à l'heure, qui a confirmé en course. Oui, un très très bon début de saison, des très bonnes statistiques qui vont, je pense, juste s'améliorer avec le temps et prouver qu'il a complètement sa place en Formule 1. Donc pas beaucoup de changements par rapport à la grille de départ, puisque Albon, qui s'était qualifié 9e, termine 9e. Et ensuite Birman, qui s'était qualifié 10e, termine 10e. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé. Alonso, lui, termine 11e. Tsunoda est remonté jusqu'à la 12e position. Gasly termine 13e. Il y a quand même une petite déception pour Pierre Gasly, c'est l'ancien 11e. On s'attendait un petit peu mieux, notamment qu'Alpine marque des points, parce qu'aujourd'hui, Alpine est la seule écurie du plateau qui n'a toujours pas inscrit le moindre point en Formule 1. Va falloir qu'Alpine se réveille. Surtout que cette année, on sent que Jacques Douane, ça reste quand même très compliqué. Alors à voir dans les prochaines courses s'il ne va pas être remplacé notamment par Colapinto, qui est arrivé en pilote de réserve en début d'année. Ça a déjà fait beaucoup parler. On sent que Douane est quand même un cran en dessous. Il a crash la voiture vendredi après-midi en commettant une erreur de rookie bête, en laissant le Oui, DRS ouvert à l'entrée du premier virage. Il perd forcément la voiture à plus de 260 km/h et va exploser sa coque dans les pneus. Donc changement, beaucoup de frais pour Alpine. Qu'est-ce que je tu crois que penses? ça chiffre à 1 million, quelque chose comme ça, de réparation. Non, on ne doit pas être loin parce que c'est un nouveau Ouais. châssis, carrément. Qu'est-ce que tu penses? Toi, tu es un peu déçu d'Alpine? Est-ce que tu t'attendais à mieux ou pas? Euh, je sais pas si je m'attendais à mieux parce que ça s'est vu depuis la fin d'année dernière. En fait, des tellement grosses différences de performance entre les deux voitures alpines qu'il y allait avoir cette année peut-être un petit problème à ce niveau-là et ça s'est vu tout de suite, ça s'est vu dès les essais de pré-saison et ça s'est vu dès l'Australie et bon, malheureusement pour Jack Doohan, ça lui donne pas une très belle image. Moi, je suis plutôt de l'équipe, il faut laisser les rookies être des rookies et prendre de l'expérience. Euh, Après, il se passera ce qui se passera. Malheureusement, je pense qu'il va pas finir la saison. Euh, mais pour Pierre Gasly, ouais, je m'attendais peut-être un petit peu mieux de sa part à lui parce que il a toujours réussi à tirer toutes les performances qu'il y avait de cette voiture-là et réussir à gratter 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de temps en temps et à aider cette écurie à monter un petit peu en puissance. Et là, j'ai l'impression qu'il donne tout ce qu'il a, mais que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est
bien sûr à mettre en perspective avec le fait que les pilotes ont dit qu'avec le fait que la piste soit très froide dimanche, et que du coup la dégradation soit quasiment non existante, ils ont quasiment tous fait des tours de qualification pendant tout le Grand Prix. Donc peut-être que c'est aussi ça qui a fait que l'Alpine est aussi basse et que Pierre Gasly a perdu 2 places. Mais il faut réussir à ce que cette Alpine s'améliore un petit peu parce que sinon on va dans un mur, quoi. On l'a vu, un Douane qui a eu du mal à sortir de sa voiture, une jambe complètement engourdie. Issa Kadjar disait à la fin de la course qu'il était épuisé. Euh, on sent et on a senti que la course physiquement avait été dure, comme tu l'as dit. On fait un petit point sur le classement des constructeurs. McLaren qui domine toujours ce classement avec 111 points, suivi de proche. On aura peut-être une bataille entre Mercedes et Red Bull et on l'espère peut-être Ferrari si les rouges vont mieux pour la deuxième place, mais on l'a dit tout à l'heure, on voit mal une écurie venir rivaliser McLaren. Chez Red Bull, on sait qu'il y a un pilote quand même où ça va prendre du temps pour marquer les points. Chez Mercedes, Antonelli réalise un très bon début de saison, hein. Ce Ouais, n'est pas c'est la sûr, c'est question, juste que c'est mais aussi pour ça que Mercedes est aussi haut, hein. ça manque d'expérience Mmh. pour permettre à Antonelli d'aller chercher le haut niveau. Et puis ben, Ferrari, toujours dans l'attente d'un réveil chez les Rouges. Williams, As, on sent que ça va se battre pour la 5e place, tant le week-end d'Aston Martin a été compliqué. Alors, autant Alonso a terminé sa première course de l'année, après 2 abandons, mais il n'a pas marqué de points. Il termine d'ailleurs aux portes des points à la 11e place. Autant Stroll, qui avait réalisé un bon début de saison, il a été fantomatique, mais sur tout le week-end. Que Ouais, ce soit en qualif, en course, et même sur la séance P3, il a terminé mmh. dernier, mais on avait l'impression que c'était un rookie en Formule 1 qui découvrait la voiture. C'est clair. C'est Quand même. Qu'est-ce qu'il fait? bah, c'est assez simple. Il y a 19 pilotes dans le même tour à la fin du Grand Prix. Le seul pilote pas dans le même tour, c'est Stroll. D'ailleurs, tu dis ça, 19 pilotes dans le même tour sur un Grand Prix hors safety car. J'ai Ouais, pas la stat, mais je c'est pense très que rare. c'est très, très, très rare. Ouais. Ça Et ça montre montre aussi que, aussi, bah bah, oui, on est, en fin d'une ère, on est en fin de régulation. C'est aussi pour ça qu'on a ces batailles-là. C'est aussi pour ça qu'on revient au problème, d'avant les nouvelles règles de 2022 où personne ne peut se doubler sur des circuits comme Suzuka. Parce que tout le monde a trop bien compris, comment fonctionnaient ces nouvelles voitures et alors c'est super bien d'avoir 19 pilotes dans le même tour, mais ça montre aussi que, bah, là, on a eu un Grand Prix, où beaucoup de gens, je pense, ont regretté d'avoir mis leur réveil aussitôt. eh oui, il fallait se lever à 7 heures du matin pour voir le Grand Prix du Japon, donc c'est assez compliqué. Eh bien écoute, je te propose qu'on passe aux notes. Du coup, je vais les noter avec toi. 5 éléments à noter. Alors là, aujourd'hui, on a pris le haut du plateau. C'est volontaire. Vous voyez, on parle un petit peu moins de la fin du plateau parce qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose et on espère se concentrer un petit peu plus justement sur des équipes comme Williams, comme Haas, comme Racing Bulls, Aston Martin, sur les autres afters pour justement ne pas parler que toujours des mêmes, parler de de tous les pilotes, de toutes les écuries. Mais aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur ceux qui ont terminé en haut. Max Verstappen, moi je te demande, Julie, de noter son Grand Prix. Max Verstappen, c'est une pole, c'est une victoire avec une voiture qui n'est peut-être pas au niveau. Quelle note tu donnes à Max Verstappen pour son week-end? Ça peut être qu'un 9 ou un 10, hein, 9 si on veut C'est-à-dire, être un petit peu méchant en disant: «Bah, il était pas là, pendant les essais libres», mais en fait, ça montre aussi qu'il a réussi à comprendre, comment faire fonctionner cette voiture, donc je pense qu'il y a pas trop d'autres notes à part un 10, quoi. Eh bien, moi je suis d'accord avec toi, on va mettre un 10 parce que justement, tu le dis, il a appris à régler la voiture, il est arrivé, la voiture était inconduisible selon ses propos en FP1. Il l'a amélioré au fur et à mesure du week-end, il décroche la pole, il monte en puissance en qualif et en course, il arrive à dominer les 2 voitures qui ont le meilleur rythme de course, donc c'est un week-end parfait pour le Néerlandais. 10 sur 10 du coup pour Max Verstappen. McLaren, combien tu leur donnes, Julie, pour ce week-end chez McLaren? Je dirais un 6,5? 6,5. 6,5, ouais. Un peu sévère, mais en fait, je trouve que la les non-agissements de McLaren pèsent énormément sur ce week-end-là et quand on a la meilleure voiture et encore une fois, selon leur dire, les 2 meilleurs pilotes du plateau, on peut pas se permettre de finir 2 et 3 en fait. Si on met ça à la place de Red Bull, bah, on a Max Verstappen, mais qui finit premier dès qu'il peut finir premier. Et je pense que ce week-end, McLaren
auraient dû et auraient pu finir premier et deuxième. Ils sont 2 et 3, donc c'est un week-end pas raté, mais c'est un week-end où tout n'est pas mis bout à bout et on en revient toujours au même sujet. Ça va leur coûter des points et ça va leur coûter des courses s'ils continuent dans cette ligne-là. Donc 6,5. Eh bien, moi, je mets 8 pour McLaren, parce que malgré tout, c'est un double podium. Malgré tout, c'est encore de gros points. Alors oui, il y a ce bémol avec cette victoire manquée et peut-être cette stratégie, mais malgré tout, c'est 18 plus 15. Ça fait de très gros points Ah oui, c'est sûr. pour McLaren, qui marque toujours plus de points que Red Bull, plus de points que Mercedes, plus de points que les autres. Norris reste en tête du classement pilote. Quand on compare à d'autres écuries, par exemple Red Bull qui dominait la saison il y a 2 ans, Perez ne terminait pas toujours sur le podium. C'est d'ailleurs pour ça que Red Bull est en danger. Là, ça reste quand même de gros points. Donc oui, il n'y a pas la victoire, mais c'est peut-être le seul bémol pour moi à retenir de ce week-end. Charles Leclerc, on ne l'a pas encore noté dans l'After F1. Charles Leclerc qui a terminé 4e. Quelle note tu lui donnes au Monégasque? Un 8 pour pas finir plus haut, mais en même temps, est-ce qu'il pouvait finir plus haut? C'est pas non plus un week-end, je pense, parfait pour lui et c'est une course où il n'y a pas eu grand-chose à montrer, à prouver, donc c'est pas un week-end extraordinaire, mais c'est un très bon week-end quand même de la part de Leclerc. Ok, moi je lui donne 7. Parce que bon voilà, il a fait ce qu'il a pu. Il a une course solitaire. Il se qualifie 4e, il termine 4e. Le Monégasque, je pense qu'il a fait le maximum. Maintenant, on voit que la voiture n'est pas au niveau et que Charles ne peut pas faire mieux. Mais on a aussi senti en début de course, on espérait qu'il s'accroche justement au McLaren, mais le rythme n'a pas été là. Donc un 7 sur 10 pour le Monégasque de ma part. L'écurie Mercedes, combien tu donnes toi aux, aux voitures grises? Mmh, C'est pas la grande forme, mais ça reste quand même de bons points. mmh. Bah, je dirais, ouais 7 parce que, c'est un week-end où ils ont fait ce qu'ils ont pu, un peu à l'image de Leclerc, mais avec les 2 voitures et Antonelli malgré tout fait son petit bout de chemin. Il est un petit peu alors pas du tout dans l'anonymat, hein, mais il est un petit peu en retrait et on le voit pas trop, mais bah, il a quand même été en tête de la course, C'est vrai. pendant le Grand Prix parce qu'il a un petit peu décalé sa stratégie, et il a le meilleur tour en course également, Oui, puisqu'à la fin du Grand Prix, il était quand même très rapide et le Russell de son côté fait un petit peu pareil où, bah, il donne ce qu'il peut. Il donne ce qu'il a avec cette voiture et malgré tout, bah, ils sont quand même 2e au championnat Mercedes et c'est assez équilibré dans le résultat. Ils sont l'une derrière l'autre, donc c'est un bon week-end. Je pense qu'ils feront mieux, mais c'est un bon week-end de la part de l'écurie allemande, donc 7 sur 10. eh bien moi je suis d'accord avec toi, je leur donne 7 à McLaren, hein. Mercedes, pardon, c'est un week-end plutôt solide avec bon 18 points marqués. Pas de podium cette fois-ci, mais je pense que vu leur rythme lors des essais hivernaux, même si on connaît hein, les essais hivernaux, beaucoup d'écuries cachent leur jeu et on ne connaît pas vraiment les charges d'essence, mais je pense que Mercedes peut essayer d'aller titiller les 3 de devant, notamment par Russell, pour décrocher un nouveau podium. Donc à voir comment ils se débrouillent. Et enfin la course. Alors on va noter la course, Julie. Euh, on vous le répète, hein, dans l'after, du coup, on va faire une moyenne généralisée de toutes les courses pour élire à la fin de l'année la plus belle course de la saison. On avait eu 7,66 en Australie, on avait eu, je crois, 6,5, si je crois bien, pour la Chine. Ouais, il me semble, ouais. Euh, on n'aura pas plus haut, je pense, aujourd'hui. Non, heu, Sur 10, quelle est ta note pour la note de la course? 2, 3, 2, 2. Franchement, c'était 2 et en grosse partie pour les qualifications, en fait, parce que c'était vraiment un week-end pas du tout passionnant. Ah, et là, on est... Les Attention. plus gros rebondissements, c'était les drapeaux rouges et on en a même pas eu pendant la course. Donc ouais, c'était vraiment une course, un peu à oublier pour beaucoup, donc 2. 3 pour moi, je vais quand même être un
petit peu gentil parce qu'il y a cette belle résistance de Max Verstappen. Il y a la belle perf d'Issaka Hadjar, il y a ce petit dépassement. Et il y a quand même eu ce petit côté de course très serré qui a fait que on attendait, on espérait toujours quelque chose. On n'a pas eu un pilote qui a surdominé la course avec 15-20 secondes d'avance où on disait c'est mort. Donc ce petit côté où on a le podium qui termine en 2 secondes me fait passer au 3. Mais alors, mais In j'irai pas plus haut. extremis, quoi. J'irai pas plus haut. Voilà. Donc Ouais. 2,5 à la moyenne du Japon. Bon, on n'est que 2. Hein. Peut-être que la moyenne Oui, aurait été plus haute avec Arthur, je ne sais pas. On lui demandera. On lui on demandera, lui Arthur. demandera. On vous mettra et on vous communiquera la moyenne de ce GP lors du prochain after qui reviendra très rapidement puisque on a enchaîné un triple header, donc 3 courses en 3 semaines. Je te propose qu'on passe au débat. Et donc du coup, on va débattre tous les deux. Donc du coup, le débat pour toi, Julie, est-ce que les courses sont beaucoup trop dans la gestion, oui ou non? Non. Non. Et moi, je vais dire oui. Donc tu as 30 secondes pour m'expliquer pourquoi non. C'est parti. Non, parce que c'est un petit peu je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On arrive en fin de cycle et je pense que les voitures ne peuvent plus être aussi près qu'elles pouvaient l'être en 2022-2023, parce que toutes les voitures ont alors plus ou moins le même niveau et aujourd'hui, elles ne peuvent plus se suivre. Donc même s'ils voulaient plus gérer, en fait, on aurait 10-15 secondes entre chaque pilote pour pouvoir économiser les pneus et les Et voitures. merci, Julie. J'ai réussi à tenir. Tu as réussi. Allez, c'est parti pour moi, 30 secondes. Donc moi, je pense que les courses sont justement beaucoup trop dans la gestion, que ce soit de niveau global en Formule 1. On a tendance plus à penser qu'il faut économiser le train de pneus parce qu'un arrêt sera plus performant, en tout cas nous permettra de terminer la course plus rapidement que deux. Or, j'aimerais bien que la Formule 1 fasse quelque chose là-dessus, même si ça peut faire rager certains. Oui, on utilise trop de pneus, c'est pas assez écolo, on s'en fout. On veut des courses où les pilotes sont à fond, où les pilotes peuvent se dépasser et où les pneus ne comptent pas. J'ai plus le droit de rien dire. Voilà, donc dites-nous en commentaire si justement vous êtes d'accord avec Julie, pour vous non, les courses ne sont pas dans la gestion, ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi, le fait que les Formule 1 sont trop dans la gestion. Actu diverse. Alors, actu diverse, bon, il n'y a pas eu d'actu diverse ce week-end, on n'a rien à vous dire. Par contre, il y a un très très gros week-end qui arrive avec de la Formule 2, de la Formule 3, de la Formule 1, bien évidemment, MotoGP, Moto 2, Moto 3, de la Formule E, si vous souhaitez aussi voir ça sur la chaîne L'équipe ou Eurosport, et de l'IndyCar. Vous allez être servi, du coup on aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à se raconter le week-end prochain. Julie, est-ce que tu seras là pour débriefer le Grand Prix de Bahreïn? Je Oui? serai là pour débriefer Bahreïn, ouais. Pour débriefer Bahreïn, parfait. Et bien justement, on se projette sur Bahreïn. Le programme du prochain Grand Prix, donc vendredi, hein, 2 séances d'essais libres à 13h30 et 17h. Les qualifications samedi à 18h et la course dimanche à 17h. On revient sur des horaires un peu plus sympas. L'année dernière, c'était là encore Max Verstappen qui s'était imposé devant Charles Leclerc et George Russell en qualification, pardon. Qu'est-ce que je dis moi? Max Verstappen avait fait la pole et en course, on avait eu la victoire de Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Perez. Non, c'est rare de voir Perez sur un podium sur Red Bull. Et Carlos Sainz, qui était à l'époque encore sur Ferrari, qui a terminé troisième. Prochain Grand Prix, Julie. Donc on enchaîne, hein, du coup, le triple header. Week-end dernier Japon, ce week-end Bahreïn, week-end prochain Arabie Saoudite. Ouais. On a vu que certains pilotes étaient arrivés, certains à Dubaï, au Qatar, proches, on va dire, de Bahreïn dès lundi pour s'adapter au décalage horaire, puisque là, le décalage horaire est assez violent entre les deux. Ouais. Une seule semaine de pause, c'est assez rare parce que toutes les écuries ont besoin de transporter beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que ça peut y jouer un petit peu au fond ou pas, notamment sur les rookies qui n'ont pas l'habitude? Peut-être oui, parce que la course surtout parce que la course du Japon a été très, très physique. J'espère qu'ils ont eu beaucoup de sommeil et beaucoup de temps de récupération. Mais c'est vrai que là, ça s'enchaîne très vite. C'est un triple header qui est quand même très spécial au niveau du décalage horaire et des pistes. Donc ça a peut-être changé, surtout vendredi pour les rookies.
Après, pour le reste des pilotes et les écuries, je pense que c'est business as usual, comme on dit. C'est une habitude pour eux maintenant de faire ce genre de week-end et de semaines, de mois très très chargés. Donc, je m'attends à une très belle course, je pense, j'espère. J'espère, on croise les doigts en tout cas. Tes pronos pour le Grand Prix du Japon, qui vois-tu décrocher la pole? Pour Bahreïn, du coup. Ouais, oui, j'ai dit Japon? Oui, t'as dit Japon. Ah oui, non, pour Bahreïn, bien sûr. Qui vois-tu décrocher la Euh, pole? Si on se base sur les essais hivernaux, McLaren et je dirais Oscar Piastri. Oscar Piastri. Eh bien, moi, je suis comme toi, je vois une pole de Piastri aussi. Et alors, le podium de la course? Euh, Encore une fois, si on se base sur les essais hivernaux, doublé McLaren et une Ferrari. Doublé McLaren, une Ferrari. Ah oui, mais on veut l'ordre. On veut les pilotes. Oscar, Piastri, Lando Norris et parce qu'il est plus adapté à la voiture, je dirais Charles Leclerc. Ok, d'accord. Très bien. Donc, tu vois un doublé McLaren, pas Verstappen sur le podium, ni une Non. Mercedes. Quatrième Verstappen, je pense. Hmm. Et puis après, on verra. Et puis, voilà. Ok. Eh bien, moi, je vois une victoire de Lando Norris, qui va vouloir se rattraper. Je vois une deuxième place de Max Verstappen et une troisième place de Charles Leclerc. Ok. Donc Ah, pas d'Oscar Piastri. pas de Piastri sur le podium, non. Je pense que Piastri, il y aura peut-être une erreur chez McLaren bientôt, donc hop, allez, on espère. Enfin, on On espère espère. voir, On aura sûrement tort on en espère un fin de premier semaine. podium de Ferrari et surtout voir trois pilotes de trois écuries et surtout une belle course avec beaucoup de batailles et beaucoup d'intensité. Pas de pluie parce qu'on est à Bahreïn, donc il n'y aura pas de pluie. Mais... Très bien, Au pire, un peu de vent, quoi. au pire un peu de vent, c'est ça, ou un peu de sable. C'est ça. Eh bien, écoute, merci à toi, Julie. Merci à toi aussi. Excellente semaine et surtout très beau week-end de sport auto et méca sur, eh bien, sur les antennes de Canal, d'Eurosport et beaucoup Canal surtout. Hein. Beaucoup Beaucoup Canal. Canal, ouais. Canal, ça, on vous le conseille. Très bien, eh bien, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour qu'on puisse parler du Grand Prix de Bahreïn. Et à la semaine Allez, prochaine. belle semaine à toi, salut. Toi aussi.